Bonsoir à tous, on vous souhaite la bienvenue. Bonsoir Thomas. Bonsoir Gabin et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. C'est toujours extrêmement touchant de voir ce chat s'animer avec des bonjours joyeux d'un peu partout. Je suis tout surpris et tout émerveillé. Eh ben, on est ravis de vous retrouver avec Thomas pour une nouvelle soirée d'échange et pour aborder cette fois le thème de CNV et éducation. Donc une soirée qu'on organise dans le cadre de la toute nouvelle formation CNV éducation qui est proposée en ligne et qui s'intègre dans le cadre des parcours de formation que l'on propose avec Thomas, notamment sur la communication non violente et de manière générale sur la connaissance de soi, les relations et l'intériorité citoyenne. On est ravis de poursuivre cette aventure avec vous et de vous retrouver ce soir pour ce temps d'échange. On vous propose 2 temps dans cette soirée, un grand temps, environ 1 heure, sur vraiment répondre aux questions que vous nous avez partagées. On a reçu une quinzaine de questions qu'on a organisées en 4 catégories qu'on vous propose, c'est un peu la progression qu'on vous propose tout au long de la soirée. Commencer avec les questions sur le thème CNV éducation à la maison ou en famille. Des questions également, ensuite CNV éducation plutôt à l'école ou des personnes qui accompagnent des jeunes ou des enfants dans un cadre professionnel. On a eu également quelques petites questions sur la CNV en général et puis on a eu des questions de personnes qui souhaiteraient savoir comment aller plus loin, est-ce qu'il y a des ressources, des formations, comment faire, etc. Donc ça c'est la première heure qu'on vous propose de passer ensemble, vraiment répondre à toutes ces questions du mieux que nous pouvons. Et puis, on terminera quelques minutes pour vous partager quelques informations pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin, vous donner quelques informations sur cette nouvelle formation CNV Éducation qui a été réalisée il y a 1 mois maintenant avec Thomas et avec également Catherine Schmieder qu'on aura l'occasion de vous présenter en fin de soirée. Et puis, remettre tout ça dans le contexte des autres formations également qui sont proposées en ligne pour les personnes qui seraient intéressées par ces parcours-là et par ces ressources. Voilà un petit peu le programme du soir, ce qui nous attend. Est-ce que Thomas, le programme du soir te convient? Tout à fait Gabin, je te remercie toi, Laurie et ton équipe d'avoir préparé ça si joliment, mis en page. Et je redis merci à toutes les personnes qui nous rejoignent pour cette soirée. Je suis extrêmement touché de voir arriver tous les noms comme ça à travers le monde et les chaleureux messages. Vraiment merci de l'amitié, de la confiance, de prendre ce temps pour tenter d'évoquer certaines pistes. C'est un gros défi, c'est pour ça que je me sens très privilégié d'avoir vu les questions avec Gabin, des questions de fond, des questions essentielles, des questions vraiment d'actualité qui montrent combien de nouvelles difficultés apparaissent dans l'accompagnement des enfants, dans les structures de la société d'aujourd'hui, et combien, à côté de ces nouveaux problèmes qui apparaissent, il y a si peu de solutions, de préparation, de formation pour permettre de rencontrer les nouvelles difficultés, et combien c'est donc urgent de mettre en place une autre façon d'être ensemble, ce à quoi nous allons travailler ce soir. Eh bien, ce qu'on vous propose, c'est de démarrer tout de suite avec les premières questions. Donc, les premières questions, c'est le CNV éducation, plutôt à la maison, plutôt en famille. Nous avons une question de Carole. Bonjour. Quelles sont les clés, les recommandations pour développer une posture ferme, faire respecter un cadre, par exemple, avec bienveillance, surtout avec des tout petits? Merci par avance, Carole. Et une question de Sandra qui rejoint également le cadre. Bonjour. Comment gérer le non-respect du cadre posé et ses conséquences avec bienveillance sans que le ressenti du jeune 12 ans ne soit celui d'une punition? Sandra. Merci Carole et Sandra pour ces 2 questions très récurrentes dans l'accompagnement des enfants et dans l'intégration de cette notion de bienveillance structurée ou structurante et qui est pas toujours facile à combiner. Et évidemment, nous sommes très habitués historiquement à de la structure sans bienveillance et je pense que la plupart d'entre nous, nous aimerions éviter la bienveillance complète sans aucune structure qui ne mène pas à la joie profonde, évidemment. Comment intégrer les deux? Une posture ferme, je dirais, pour répondre d'abord peut-être plus précisément à la question de Carole. Il me semble que cela va naître petit à petit. Vous savez combien j'encourage ce jardinage. Petit à petit, on est dans des processus, on n'est pas dans des clics magiques sur un ordinateur. Ça va naître, cette fermeté va naître petit à petit de l'intégration de cette conscience non violente. J'intègre une conscience non violente. Je ne suis plus dans des rapports de force, domination, soumission. Je ne suis plus dans le goût du drame et la culture du malheur et en rajouter une couche et rendre les choses encore plus pénibles. Je ne suis plus là-dedans. Je ne suis plus dans des rapports de méfiance. Qu'est-ce qui va arriver si ceci ou ça? Je suis plutôt dans des rapports de confiance, d'ouverture et de lâcher prise. Ainsi, de suite, je sors donc de ces 5 mécanismes autobloquants
que certaines auront déjà sans doute entendu développer dans cette séance, cette rencontre ou dans d'autres occasions. Et donc, pour vous encourager, Carole, plus vous sentirez profondément cet ancrage se faire en vous par une pratique régulière, plus ça deviendra plus aisé d'indiquer une structure, d'indiquer des limites, d'indiquer un cadre, comment faire respecter le cadre avec bienveillance, en indiquant, en faisant passer le message que le cadre est au service, il n'est pas là pour ennuyer, pour peser, il est là pour aider, exactement comme le fait d'avoir des marches d'escalier, c'est un cadre, vous ne marchez pas exactement à la hauteur où vous aimeriez mettre votre pied, ni à la flexion de votre genou, mais ce cadre-là permet de passer à l'étage du dessus, il est au service. Et donc, comment faire passer que cette structure que vous proposez aide et rend la vie plus joyeuse, et que vous-même vous êtes bien habité du sens qu'elle sert. Et ça peut peut-être rejoindre la question de Sandra, comment gérer le non-respect du cadre posé et ses conséquences avec bienveillance sans que le ressenti du jeune le prenne pour une punition. C'est clair que dans les systèmes traditionnels, les scolarités habituelles, nous sommes encore dans un système moyenâgeux de punition-récompense. C'est vraiment l'éducation de l'âne avec la carotte ou le bâton. Et on se demande dans cette affaire qui est l'âne. Nous avons besoin de sortir de cette logique de pouvoir. Je te récompense si tu étais gentil et je te punis si tu n'es pas gentil. Enfin, c'est très, très réducteur, très infantilisant. Je pense que la conscience qui apparaît aujourd'hui, particulièrement sur les jeunes, est plus éveillée que ça et demande du sens. Donne-moi le sens de ce que tu me demandes. Sinon, je vais vérifier si je vais adhérer à ce sens-là et sinon, tu peux toujours courir. Ça rend nos habitudes d'adultes difficiles parce que nous avons besoin de revisiter pourquoi je demande ça. Qu'est-ce qui fait sens? Et dans d'autres questions, nous le verrons avec le fait de garder des enfants assis pendant 8 heures par jour alors qu'ils ont juste envie de bouger, de s'impliquer, de se mettre en mouvement, de sentir la vie traverser leur corps. Est-ce que ça a du sens de les mettre assis pendant 8 heures? Nous avons donc profondément besoin à de nombreux niveaux de revisiter le sens de ce que nous vivons et donc le sens de ce que nous demandons. Et plus le sens sera vivant, joyeux, pétillant, inspirant, plus ce sera facile de s'y contraindre. J'aime rappeler ceci. Si vous avez des jeunes sur un terrain vague pendant une après-midi et que vous leur demandez qu'est-ce que vous allez faire, ils vont dire bon, on s'emmerde, on attend que ça passe, voilà, et on ne sait pas trop quoi faire. Alors, vous allez leur dire je vais vous imposer une petite contrainte. On va mettre un cadre d'un grand rectangle à la chaux sur le sol. Ah bon? Oui, et on va diviser ce cadre dessiné à la chaux sur le sol en deux. Ah bon? Oui. Et puis, avec votre petit groupe, on va faire 2 équipes. Et on ne va vous donner qu'un ballon pour 2 équipes. Bien évidemment, c'est du football. Tout d'un coup, parce qu'il y a du cadre, il y a du plaisir, il y a de la joie, et les gamins seront les premiers à dire attention, t'es hors jeu, etc. et à faire respecter les règles ou le cadre qui permet le jeu. Comment faire en sorte que notre façon d'être ensemble soit un jeu joyeux, et que ça se sente dans notre façon de proposer le cadre, que ça se sente dans notre façon de l'entretenir et de le rendre souple et aménageable, le cas échéant, parce que évidemment que la rigidité n'a plus sa place dans une éducation où on souhaite rester avec du vivant et avec de l'imprévu, avec de la nouveauté, avec un être humain qui se développe et qui petit à petit fait apparaître son identité, ses talents, sa spécificité. Alors, vous voyez, ce n'est pas un truc magique, c'est un jardinage petit à petit, et vous le savez combien j'aimerais que cela figure dans les programmes scolaires et que les enseignants soient éduqués à cette approche-là, éveillés à cette approche-là. Ça leur rendrait d'abord à eux la vie tellement plus facile, mais évidemment pour les élèves également. Alors merci Carole et Sandra pour ces questions par rapport au cadre qui est précieux. Nous avons besoin de grandir avec une structure. J'aime cette parole d'une chanson de William Scheller que je remise en exergue de l'un de mes livres. Dans cette chanson, il dit « On ne m'a pas dit « Viens », on m'a dit « Va où tu veux ». Je pense que beaucoup d'entre nous, nous avons besoin dans l'enfance à sentir « Viens, viens par ici, viens voir, regarde, ça se passe comme ceci, tu vois ». Nous avons besoin de cette inspiration et je pense que nous pouvons apprendre à être inspirants. Merci beaucoup, Carole et Sandra. Merci beaucoup, Thomas, pour ces premiers éléments. Certains qu'on aura l'occasion de recroiser dans cette soirée, je pense. La question suivante nous vient de Audrey. Comment fait-on pour appliquer la CNV quand nous sommes fatigués ou seuls pour s'occuper des enfants et qu'ils ne veulent pas ranger leurs affaires ou s'habiller après le bain, par exemple?
Merci. Merci Audrey. De nouveau, une question très pratico-pratique du quotidien. Rester disponible, à l'écoute, patient, joyeux, joyeuse, bienveillant, bienveillante le soir après une journée de travail quand on est fatigué et a fortiori, comme vous l'indiquez Audrey, seul. Eh bien, ça, c'est de la CNV 7e dan, si vous me permettez de faire cette comparaison avec la pratique du jeu, dont j'ai quelques souvenirs. Ça demande effectivement un temps de ressourcement et vous m'aurez déjà vu mimer le fait de prendre une douche psychique avec la même vigilance que nous prenons des douches physiques pour nous nettoyer des tensions, des fatigues, des agacements, par exemple d'une journée de travail dans laquelle il y a sans doute des joies, je vous le souhaite, je nous le souhaite, mais il y a aussi bien sûr des frustrations, des agacements, des irritants. Nous avons besoin de prendre un sas de transition pour ne pas faire payer à des innocents, nos enfants, des frustrations avec lesquelles ils ou elles n'ont rien à voir. C'est vraiment de l'hygiène relationnelle, de l'hygiène de conscience, c'est de l'intériorité citoyenne. Vous l'aurez peut-être perçu, peut-être par moments certaines d'entre vous le vivent, la violence perpétuée sur les enfants par les tons de voix, par les œillades assassines, par les mouvements d'épaule, de rejet, etc. Quand ce n'est pas plus de la brutalité physique, cette violence-là est un véritable génocide quotidien qui n'est pas dans les journaux. Personne ne parle de ça. C'est comme ça, c'est acquis, on se soumet à on se résigne, c'est la culture du malheur, on a toujours vécu ça, moi aussi dans mon enfance, et alors on ressasse cette tragédie et on la perpétue. Nous avons absolument besoin de changer ça et de donner un autre modèle du monde, et donc de prendre cette habitude d'une douche psychique pour ne plus exporter, je l'ai dit, sur les autres, les frustrations qui nous appartiennent. S'ils ne veulent pas ranger leurs affaires ou s'habiller après le bain. Premier réflexe, la douche psychique pour se pacifier, clarifier pourquoi j'agis, pourquoi je veux les choses. Et dans cette dimension, vérifiez quel est votre vrai besoin derrière le besoin, derrière le besoin, derrière le besoin. En poupée russe. Parce que qui en vous a envie que les affaires soient rangées? Vous-même? Vraiment? Ça vous tient tellement à cœur? C'est tellement important que les affaires soient rangées? Qu'est-ce qui est le plus important le soir au fond? L'écoute, la tendresse, le partage, le débrief de la journée, qu'est-ce qui a été joyeux, qu'est-ce qui l'est moins, de quoi on rêve, où est-ce qu'on irait bien en vacances, qu'est-ce qu'on aimerait faire dans la vie, quelles sont les fantaisies qui nous mettent en mouvement, ou le fait que les chaussettes soient tous au bon endroit, les BD au bon endroit, les baskets bien posées, etc. C'est quoi l'important? Je ne dis pas que l'ordre n'a pas une certaine importance, un certain agrément, que ça n'apporte pas un certain bien-être, mais j'ai pu voir et j'ai pu personnellement subir certains moments où la vie relationnelle est bousillée pour des questions d'organisation pratico-pratique d'objets. Les objets sont plus importants que les sujets. C'est quand même une sorte d'inversion des priorités. Et je cite dans un de mes livres un exemple, d'ailleurs plusieurs exemples, vous pouvez regarder peut-être dans Cessez d'être gentil, soyez vrai, enlève tes bottes. Qu'est-ce qu'il y a derrière la demande de cette épouse à son mari qui rentrait du jardin avec ses bottes et salissait la maison? Enlève tes bottes, pourquoi finalement? Oui, la peur de devoir nettoyer derrière, mais est-ce que c'est tellement important alors que le mari est enchanté de faire un beau jardin? On ne sait pas, ça vaut la peine d'aller voir les choses et que finalement il prendra soin de ranger les choses. Même chose avec une maman qui voulait de l'ordre dans les chambres, et derrière ce besoin d'ordre, finalement, quand on passe d'un besoin, rappelez-vous ce processus de la conscience en spirale concentrique, quand on passe d'un besoin à un autre besoin plus fin, on arrive au fait que cette maman, elle n'avait pas du tout besoin d'ordre. Elle aimait bien voir les baskets des gamins, les affaires sur l'escalier qui traînent et les BD sur le tapis du salon, ça lui pose pas de problème en soi. Elle aime ça parce que sa maison est vivante, elle a des enfants vivants qui sont passionnés et qui passent d'une activité à l'autre avec beaucoup de joie. Et finalement, elle réalise ce besoin d'ordre. Je l'ai téléchargé de ma maman qui m'avait dit « Tu ne sauras jamais tenir ta maison plus tard ». Alors, disait-elle, du haut de ses 45 ans, cette femme, je tiens ma maison pour si jamais maman venait. Et pour éviter d'endurer une critique. Je nous invite vraiment systématiquement, quand il y a des irritants comme ça, à faire ce travail d'hygiène de conscience, douche psychique en profondeur. Pourquoi est-ce que je tiens tellement à ça? Je peux vous partager qu'ayant été célibataire longtemps dans une maison bien rangée, je me suis marié à 40 ans, certaines parmi vous là, 41 ans, peu importe. Mais donc j'ai eu
vivre seul et de ranger ma maison comme je le voulais. Et puis tout d'un coup, les enfants arrivent, c'est la même maison d'ailleurs dans les premières années de notre mariage, et les enfants mettent des jouets partout, je rentre de ma journée et je sens ce réflexe de dire mais c'est quoi ce bazar, pour ne pas dire autre chose, ranger tout ça. Et heureusement, hop, un petit peu de pratique de CNV, j'avais pas encore cette notion de douche psychique, je dis attends, tu veux rentrer dans une maison nickel, bien rangée, avec des boîtes où tous les jouets sont bien à la place, avec des enfants qui attendent sur une petite chaise, comme dans les anciens livres, la comtesse de Ségur, ou je sais pas trop quoi, bien propre. Ou est-ce que tu veux arriver dans une maison où il y a de la vie? C'est ça que tu as voulu. Tu as vécu un long célibat en espérant de la vie dans ta maison. Tu l'as enfin. Alors, vie, que diable. Ça m'a vraiment fait pivoter à l'intérieur de nous, retrouver la joie, retrouver notre fil rouge. Nous ne sommes pas sur Terre pour ranger, ni faire ranger. Nous sommes sur Terre pour nous enchanter. Et effectivement, par moment, remettre un peu d'ordre peut contribuer à l'enchantement, on est bien d'accord, et au prix de perdre l'enchantement. Merci beaucoup, Audrey, pour cette question. Merci beaucoup, Thomas. La question suivante me vient de Mohamed. Bonjour, quelles sont les bonnes pratiques pour élever les enfants sur les bases de la CNV? Est-ce qu'il existe un modèle ou un manuel qui facilite l'apprentissage de la CNV aux enfants et aux adolescents? Vous vous doutez de la réponse peut-être. Merci Mohamed pour la question. L'exemplarité. J'ai déjà rappelé quelques fois, je pense, sur ces mêmes rencontres, si ce n'est dans les cours en ligne, cette formule de Gandhi. Hein, et l'exemple ou l'exemplarité n'est pas une façon d'éduquer. C'est la seule. Et donc, imprégnons-nous de ça et tentons de voir est-ce que dans ma vie quotidienne, j'inspire par ma façon d'être le goût d'être en lien avec notre ressenti profond, nos valeurs profondes et de les mettre au monde et d'être habité par le sens de ce que je vis et de ce que j'aimerais faire vivre autour de moi. Est-ce que je suis habité de ça dans chacun de mes gestes, dans chacune de mes attitudes, dans mon rythme, dans ma façon de passer d'une chose à faire à une chose à faire, dans un rythme que j'ai autant que possible choisi et décidé et que j'aime. Est-ce que j'aime ma façon d'être au monde? C'est là l'enjeu. Il n'y a pas de clé magique pour dire c'est comme ça que je vais transmettre. Personnellement, je n'ai pas donné un seul cours de CNV à mes filles, à aucun moment. Elles ont juste appris à entendre que nous avons des sentiments, qu'ils indiquent des besoins, que nous sommes plus au clair quand nous nommons des besoins plutôt que des reproches ou des critiques, que les besoins souvent font sens et que si nous pouvons prendre du temps pour bien nous entendre sur nos besoins, nous allons dépasser les frictions d'ego dans lesquelles on se chamaille pour des interprétations sans avoir vérifié quels sont les vrais besoins. Voilà. Et donc, ça se témoigne, ça se vit et c'est d'ailleurs une des grandes joies, je trouve, de se dire que nous apprenons comme ça. Plutôt que d'aller voir dans des grimoires ou dans des livres comment est-ce qu'on fait, c'est quoi la bonne recette, est-ce que je suis au bon endroit. Je dis pas que ça peut pas éclairer des petits détails, certainement, mais je nous encourage de nouveau à pratiquer. Là, je rappelle volontiers, la lecture d'un livre informe, mais seule la pratique transforme. Or, ce dont nous avons besoin, c'est de nous transformer. Merci beaucoup, Mohamed, pour cette question. Je réponds quand même qu'il existe des manuels, évidemment, à usage des enfants qui montrent comment on peut savourer la conscience qu'il y a des sentiments multiples et qu'ils sont des indicateurs et que ça peut vous aider. Il y a plusieurs ouvrages. Je me souviens notamment des ouvrages de Vilma Costetti. Vous retrouvez ça sur les sites de CNV, mais il y en a d'autres aussi. Dans un rayon proche, et Isabelle Filiosa, qui est une amie psychothérapeute, auteure que certainement beaucoup d'entre vous connaissent et qui était vraiment pionnière dans ce domaine de l'intelligence émotionnelle et de l'éducation positive et bienveillante, a écrit un beau petit ouvrage qui est très proche de la CNV, même si c'est pas directement ça, et peu importe, évidemment, qui s'appelle « Que se passe-t-il en moi ?» Que se passe-t-il en moi? Comment apprendre à nommer ce qui se passe en soi? Voilà, je recommande son ouvrage, mais également d'autres que je ne me viennent pas à l'esprit là maintenant, mais qui sont certainement sur les sites de la CNV, si vous allez voir bibliothèque CNV pour enfants. Il y a notamment en Belgique une association qui a fait connaître Marshall Rosenberg il y a bientôt une trentaine d'années, qui s'appelle l'Université de paix. Si vous tapez sur Internet Université de paix, c'est pas une université au sens propre, c'est une association, mais qui s'est appelée comme ça pour témoigner il y a déjà 30 ans
à l'initiative d'un père religieux, que témoigner que la paix n'allait pas tomber du ciel par hasard, même si la prière est fervente. Il faut arrêter de s'illusionner. La paix viendra si on y travaille. Et donc, il avait créé l'université de paix. Et c'est par ce biais que Marshall est arrivé en Belgique et que j'ai eu la chance de suivre une première formation. Ils ont, c'est pour ça que je vous l'indique, une ludothèque et une bibliothèque absolument magnifique. Si vous allez voir sur leur site, il y a toutes sortes de jeux, de pratiques pour s'amuser avec les enfants à jongler avec la conscience des sentiments et des besoins. Voilà, c'est une université de paix. Merci beaucoup, Mohamed, pour votre question pertinente. Merci Thomas. Dans l'espace dédié à la soirée, on a ajouté une bibliographie avec quelques ressources. Certaines que Thomas cite ici sont déjà présentes. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de ressources mises à disposition. Je pense aussi à des travaux complémentaires comme par exemple ceux de Letty Gribouille avec les dessins, la scène vraiment aussi transmise via des supports visuels. Letty Gribouille que vous pouvez retrouver sur Internet, sur Instagram, etc. Je pense aussi au livre que tu connais, Thomas, de Catherine Guéguen, les travaux de Catherine Guéguen. Ton livre aussi, Thomas, ton dernier livre, Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes? Oui, effectivement, dans ce livre, je montre différents pièges que peut-être vous aurez déjà entendus, dans lesquels nous, parents, pouvons nous retrouver pris sans même le voir et qui comportent une transmission malheureuse des vieux systèmes, dont les rapports de force, la culture du malheur, la méfiance, le je séparé du tu, et donc on oublie le nous, et donc la lutte contre le temps plutôt que l'intégration du temps comme un allié. J'évoque ces différents pièges, mais d'autres également dans une invitation à démanteler profondément en nous nos vieux circuits neuronaux. C'est vraiment précieux, beaucoup le savent parmi vous sans doute, et je ne vous apprends rien, mais que nos habitudes prennent des chemins neuronaux qui créent des automatismes. On ne remet plus en question une habitude de penser, un comportement. On croit que c'est comme ça une fois pour toutes, et donc nous avons vraiment besoin de nous asseoir avec nos vieux systèmes de pensée pour les revisiter et inviter notre petit cerveau à penser autrement, et donc à faire ce fameux pivotement à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce à quoi mon bouquin, Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie, nous invite. Nous avons donc besoin, pour nous-mêmes, comme adultes, de retrouver ce qui fait sens dans notre vie, ce qui fait envie, ce qui donne le goût de vivre. Et ce que j'observe, c'est que plus nous sommes habités par ça, plus nos enfants sont imprégnés et goûtent cela et trouvent eux-mêmes leur façon de trouver sens et envie dans la vie. Je le vois dans l'accompagnement des personnes depuis tant d'années. Et inversement, vous l'aurez perçu, si ma vie d'adulte n'a pas beaucoup de sens, que je ne sais plus trop ce qui me fait envie, que je ne remets pas ça en question et que je reste dans ma résignation, ben, ce n'est pas très, très inspirant pour les enfants. Merci beaucoup Thomas pour ces éléments. On repartagera quelques ressources un petit peu plus tard dans la soirée, notamment au moment des questions pour aller plus loin. La question suivante nous vient de Rosemary avec un cas concret. Bonjour, j'ai vu passer dans le chat des demandes, est-ce qu'on peut prendre des cas concrets, etc. Il y en a quelques-uns qui nous attendent dans la soirée. Bonjour, je me pose des questions autour d'un cas concret. Mon fils de 4 ans refuse en ce moment de suivre les règles et s'entête à faire, entre guillemets, ce qu'il veut. Il refuse les compromis, refuse les interdits, on dirait qu'il teste les limites. J'essaie de comprendre, d'articuler mes demandes en insistant sur la nécessité des règles quand on vit ensemble. Je tente de mettre l'accent sur les conséquences de ces actes. Mon mari choisit de lui montrer qui est le chef. On se dispute sur la marche à suivre. Un exemple, quand il arrête de manger au milieu du repas et ou jette la nourriture, je ne peux pas l'obliger à manger et en même temps, je ne peux pas tolérer ce comportement. Comment la CNV peut m'aider à aborder ces petits problèmes du quotidien qui m'accaparent pas mal et qui créent de la tension dans notre couple? Encore merci. Rosemary. Merci Rosemary pour ce cas extrêmement concret dans lequel vous évoquez que vous essayez de comprendre, vous lui posez sans doute des questions, vous articulez des demandes en insistant sur la nécessité des règles, bien sûr, vous mettez l'accent sur les conséquences des actes. Là, vous me nommez ce que vous faites de votre côté, donc l'expression honnête de vos sentiments, de vos besoins. Et c'est évidemment une des parties de la relation qui est précieuse.
toutefois, si ça n'aboutit pas et que systématiquement l'attitude de l'autre indique que vous n'êtes pas comprise, pas écoutée, pas suivie, c'est que l'autre a d'abord besoin d'être compris. Et ça, nous l'oublions très souvent. Et beaucoup de personnes me disent, j'ai fait un stage de CNV, j'arrive à dire mes sentiments et mes besoins, mais l'autre ne comprend rien. Je dis, est-ce que tu as vérifié que tu comprenais bien les sentiments et les besoins de l'autre avant de passer les tiens? Ah ben non. Alors, la prochaine fois que votre enfant refuse sa nourriture, demandez-lui ce qu'il ressent. Est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que tu as assez mangé? Ou est-ce que ça n'a pas un bon goût pour toi? Essayez de vérifier. Allez en empathie, voir ce qu'il souhaite. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord du tout avec le fait qu'il ne la balance pas à terre. Vous allez d'abord écouter ça, dire peut-être il va vous dire j'aime pas ça, ou j'aime pas les brocolis, ou les épinards, et ça n'a pas un bon goût, ou bien j'ai assez mangé. Il va sans doute vous donner une piste sur la raison de son attitude. Rappelez-vous, s'il y a une attitude, un comportement que l'on voit, derrière, il y a des sentiments et des besoins, toujours. Et donc, tentez de comprendre les sentiments et les besoins. Et si peut-être il vous dit ben, j'aime pas ça, ou bien j'ai assez mangé, ou j'ai plus faim, eh bien vous pouvez dire ben, écoute, tu as plus faim, c'est très bien, mais je ne peux pas accepter que l'on jette la nourriture par terre. J'ai besoin qu'on respecte la nourriture. Pour moi, c'est vraiment très important d'honorer le fait que nous, on a à manger, pas tout le monde a à manger sur cette planète, on a à manger en suffisance, c'est pas le cas non plus très régulièrement sur la planète, et je souhaite que ce soit respecté. Alors je ne veux plus voir que la nourriture est jetée par terre. Si tu n'as plus faim, et tu arrêtes. C'est bon? Et vous essayez de négocier comme ça, avec à la fois fermeté, vous le voyez, mais en même temps tentative de comprendre l'autre. Il peut se faire, vous voyez, comme vous dites, il teste les limites. Je suis pas trop sûr de ça. Il me semble plutôt que l'enfant a besoin de sentir qu'il existe, que son autonomie est acceptée, est accueillie en tout cas, progressivement bien sûr, c'est un enfant quand même, mais qu'il a besoin de sentir qu'il y a de la considération pour le fait qu'il peut de plus en plus décider par lui-même. Et donc, s'il ne se sent pas respecté dans cette autonomisation progressive, il peut indiquer par son comportement, il y en a marre, stop, c'est moi qui commande. C'est pas qu'il veut commander, c'est qu'il veut être respecté et reconnu dans sa différence, dans son autonomie, dans son individualisation, comme chacun de nous. Nous avons tous ces besoins-là. Et donc, voilà une piste pour éviter d'être juste dans l'affirmation des besoins, mais aussi dans la tentative de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'autre, qu'est-ce que l'autre vit derrière ce que je vois. Voilà qui peut nous permettre peut-être de nous comprendre un peu plus au niveau de ce que j'appelle, vous m'aurez peut-être entendu dire ça, la nappe phréatique. Nous avons une nappe phréatique de besoins communs. Et j'ai fait partie d'une génération dans laquelle on devait finir son assiette obligatoirement. C'était souvent une assiette que nous ne nous étions pas servis nous-mêmes. Les parents, croyant bien faire, servaient une assiette et il fallait là, s'il dirait bien, c'est vraiment du gaspillage. C'est au fond très contraignant, peut-être même violent. Je souhaite personnellement que les enfants puissent se servir eux-mêmes d'une portion qu'ils trouvent juste et puis honorer ce choix petit à petit, dans la mesure où c'est possible. Voilà quelques pistes de réflexion. Merci beaucoup Thomas. La question suivante nous vient de Catel. Bonjour, j'utilise de plus en plus la CNV au quotidien et dans l'éducation de mes enfants. En revanche, mon mari ne l'applique pas du tout ou très peu. Avez-vous des conseils pour gérer cette différence de, entre guillemets, traitement? J'ai parfois l'impression qu'il gâche tous mes efforts et c'est assez frustrant. Je vous remercie par avance pour votre réponse. Catel. Merci Catel pour cette question qui revient assez souvent dans les échanges des couples. Comment gérer ça? Bien, en tout cas, ne changez pas votre attitude, hein, restez dans ce qui est juste pour vous. Et en même temps, comment faire en sorte que ça s'harmonise dans la façon d'interagir de votre mari? Ça vaut sans doute la peine d'aborder le sujet directement dans votre relation de couple, de pouvoir explorer ce qui fait qu'il est moins à l'aise que vous ou moins disponible que vous à faire confiance à ce processus de la CNV. Qu'est-ce qui fait ça? Et c'est clair que nous sommes encore extrêmement nombreux à venir de très loin par rapport à ce que propose la CNV.
et à avoir encore cette croyance que seules des limites gendarmées avec punition-récompense vont faire l'affaire et que seule une autorité sûre avec punition à la clé va fonctionner. C'est encore une vieille programmation, c'est un vieux circuit neuronal, on revient à cette notion de circuit neuronal et ça prend du temps de nous en défaire petit à petit. Moi-même, ça m'a pris du temps de me défaire de cette habitude-là. Et je pense que c'est, enfin je pense, j'ai fait l'expérience moi-même et j'accompagne beaucoup de personnes dans cet échange. C'est une expérience de couple extrêmement intéressante, enrichissante, permettant justement de nourrir un nous de couple encore plus profond que de s'interroger avec bienveillance, ouverture sur ces questions en acceptant le rythme de chacun. Pas tout le monde est prêt à remettre d'emblée son système de pensée en question, à revisiter d'emblée son système neuronal, ses chemins neuronaux. Donc, accepter avec bienveillance le rythme de l'autre. Et assez traditionnellement, sans faire une grosse catégorie de genre, ce sont plutôt les conjointes qui s'ouvrent à cette façon d'être ensemble et à la pratique de la connaissance des sentiments et des besoins, et plutôt que les hommes qui sont peut-être plus dans un fonctionnement traditionnellement dans les valeurs dites masculines, disons. Sans faire une grande catégorie, ça s'améliore significativement. Je peux vous témoigner que quand je donnais les formations il y a 25 ans, il y avait un homme tout perdu pour un groupe de 20-25 femmes. Aujourd'hui, on a au moins la moitié, ou en tout cas un tiers. C'est très très rare que ce soit moins que ça. Donc ça évolue quand même significativement. Nous allons certainement vers un monde où tout le monde va accepter sa sensibilité, sa délicatesse de cœur, sa tendresse, son besoin d'une proximité affectueuse avec les choses et les gens. Je pense que nous allons vers ça, malgré les grosses intempéries, c'est un faible mot, que nous traversons aujourd'hui. Et donc, gardons confiance, Catel, dans l'intuition qui nous fait dire, ça me paraît profondément juste d'élever dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'empathie, et j'encourage mon conjoint autant que possible à s'ouvrir à ça et à l'accepter. Alors, comment faire la part des choses avec l'enfant? Peut-être en parlant de nouveau, simplement en disant voilà, ton père a peut-être une autre attitude que moi, voilà, chacun fait son choix, je le respecte autant que possible là-dedans. Bien sûr, c'est pas l'occasion de manifester des conflits de couple devant les enfants, mais de pouvoir dire moi je préfère fonctionner comme ceci, où ça a plus de sens à mes yeux d'indiquer pourquoi je fais les choses, quelles sont celles-là, et puis d'être à quel sens elles ont, pardon, et puis d'être à l'écoute. Donc de partager la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Voilà, Catel. Merci pour cette question qui amène pas mal de réflexions sur comment entrer dans cette transition en restant unis, en restant en lien, en restant aimant, et que cette transition vers plus de bienveillance ne soit pas justement l'occasion de division, séparation, clash conjugaux. C'est pas le but, hein, vraiment. L'idée, c'est d'affiner, d'approfondir, et nous sommes devant de grandes évolutions, je pense que on n'est pas en train de parler du couple aujourd'hui, mais je crois profondément que s'il y a bien sûr eu des couples heureux à travers l'histoire de façon régulière, le couple heureux, choisi, qui dure par choix, par engagement profond, est vraiment devant nous. Nous avons à l'envisager, à le créer, à le sortir de l'ankylosement dans lequel peut-être certaines relations de couple ont pu entrer autrefois par peur de la séparation, de la solitude, du qu'en dira-t-on, etc. Ces peurs sont aujourd'hui beaucoup plus évacuées. Ça nous demande donc de savoir comment faire que le nous soit de l'intérieur et non pas simplement parce qu'il y a un cadre et qu'on s'est fait la promesse et qu'on ne sait pas ce que les voisins vont penser ou la famille. Donc, comment rendre le feu de l'amour conjugal joyeux, nourri? Eh bien, ça demande de rencontrer ce qui frictionne, ce qui peut peut-être être inconfortable, mais pertinent à rencontrer. Voilà, ça dépasse un peu le cadre d'aujourd'hui. Merci, Catel. Merci Thomas. Ça dépasse un tout petit peu le cadre d'aujourd'hui, mais ça rentre tout à fait dans le cadre des parcours de formation, parce qu'on a eu l'occasion de proposer une formation justement sur couple, amour, relation, etc. Et effectivement, l'éducation, notamment à la maison, en famille, se tisse avec ces enjeux-là aussi de relations de couple. Donc, ça me paraît précieux. Je vois un témoignage très touchant de Lou
qui me dit qu'elle a 90 ans et se souvient d'avoir dû manger ses épinards en rentrant à l'école le soir. Merci Lou pour ce témoignage bien de cœur avec vous ou avec toi Lou dans ce souvenir. Et alors l'humour, c'est que tu sembles dire que maintenant tu les aimes les épinards. Bon, tant mieux. Ou il y a une réconciliation à la clé. Merci beaucoup Thomas. Alors la question suivante nous vient d'Emmanuel. Bonjour, j'essaie d'appliquer la CNV avec mon petit-fils de 4 ans, mais étant élevé en mode chacal, il est assez réticent à parler de ses ressentis. Soit il ne répond pas et passe à autre chose, soit il dit qu'il ne sait pas comment il se sent. Comme si montrer sa vulnérabilité était déjà vécu chez lui comme un signe de faiblesse. Comment faire, Emmanuel? Merci beaucoup, Emmanuel. Oui, la transmission entre 2 générations, comment faire le lien, comment nourrir ce lien. Alors, de nouveau, je vous encourage à rester fidèle à votre intuition. Vous avez envie de fonctionner comme ça, vous sentez que c'est pertinent, que c'est juste. Alors, c'est pertinent de maintenir bien sûr ce qui vous paraît juste et en même temps d'avoir évidemment de l'attention, du respect pour le fait que, comme vous l'évoquez, il est élevé dans un autre cadre avec d'autres habitudes de fonctionnement et derrière ces habitudes de fonctionnement, d'autres systèmes de pensée, d'autres circuits neuronaux. Comment petit à petit créer ce lien? C'est ce à quoi nous sommes tous confrontés, soit dans notre famille comme vous avec votre petit-fils, soit avec nos entourages, frères, sœurs, belle famille, compagnons de travail, collègues de bureau, etc. Nous sommes tous dans cet enjeu d'une confrontation entre ce à quoi nous croyons profondément et ce qui est à vivre. Peut-être suggérer, quand vous dites il ne sait pas comment il se sent, peut-être indiquer que pour vous, en tout cas, vous, sa grand-mère, hein, on se sent toujours, il y a toujours un sentiment agréable ou un sentiment désagréable. Et ça, c'est pratique, parce que quand c'est agréable, on a envie d'aller vers ça et de reproduire. Et quand c'est désagréable, ça nous permet de dire, j'aimerais bien que ça change et faire autre chose. Et donc, lui montrer comme ça régulièrement que vous êtes à l'aise de nommer vos sentiments et vos besoins et que vous pouvez lui en faire des suggestions. Est-ce que là, par exemple, quand tu fais ceci, tu aimes bien ou tu aimes pas, par exemple? Est-ce que tu es plutôt joyeux ou triste, tendu, énervé? Et petit à petit, disséminer avec toujours ce respect de ce que l'autre peut recevoir, qui ne reçoit pas forcément au rythme où vous le souhaiteriez. Et en tout cas, de nouveau témoigner, rappelez-vous l'exemple de Gandhi, être un témoin, un repère de quelqu'un qui sait vivre les sentiments et les besoins et les manifester et en parler avec simplicité et qui n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité, justement, cet enjeu-là, en indiquant que la vulnérabilité, c'est la richesse de l'humain, c'est sa délicatesse, c'est ce qui fait de lui un être créatif, inventif, à l'initiative de tellement de belles et bonnes choses. Et que donc, il n'y a pas de mal à se montrer vulnérable. Ça n'empêche pas la force, la vigueur, la détermination, la rigueur aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Et petit à petit, évidemment, il n'a que 4 ans. Mais il me semble que vous pourriez témoigner de cette façon d'être. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonne chance, bonne inspiration avec votre petit-fils. Merci Thomas, merci Emmanuel. La question suivante nous vient de Morgane. Bonjour, mon fils de 8 ans n'a pas de difficultés scolaires, il s'entend bien avec les copains et les adultes, même s'il semble méfiant vis-à-vis des adultes. Pourtant, régulièrement, il me dit qu'il ne veut pas aller à l'école. Il a vu 2 psys différents qui ont pu l'aider avec son anxiété et un sophrologue. Ces 3 personnes m'ont dit la même chose. Mon fils résiste à l'idée de parler de lui, de ce qui lui fait souci, de trouver des solutions. J'ai expliqué à mon fils que je lui avais proposé d'avoir recours à ces personnes car je me sens démuni pour comprendre ce qui ne va pas pour lui et pour trouver des pistes de solutions. Je ne sais pas comment l'aider et je vois que son fonctionnement, sa sensibilité et sa grande imagination tendent à l'isoler. Comment lui donner des clés? Je crois vraiment que la CNV peut l'aider pour qu'il puisse s'autoriser à être qui il est et être en paix avec les autres. Morgane. Merci beaucoup, Morgane, pour cette question de nouveau très, très pertinente et bien d'actualité. Beaucoup d'enfants souffrent de cette difficulté à nommer tout ce qu'ils vivent
Bon, aujourd'hui, on les appelle hypersensibles. Je pense qu'il y a eu une grande sensibilité à travers les âges, toujours. Peut-être qu'elle s'accélère aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, la difficulté de vivre dans le monde très contraignant, très pré-organisé, pré-imprimé, dans lequel les enfants sont invités à se mouler, cette difficulté est très insupportable pour beaucoup d'enfants qui sentent que ce n'est pas juste que d'être contraint à ce point, sur le plan physique d'abord, mais aussi sur le plan mental. Le programme n'est pas choisi, il est imposé, et il y a souvent peu de matières qui sont vraiment intéressantes. Il n'y a aucune place qui est faite au corps, au mouvement, à l'élan de vie, à la joie de se sentir vivant, à la créativité, à la capacité à composer, décomposer, recomposer, qui est essentielle pour les enfants, pour sentir qu'ils ont un pouvoir d'action sur le monde. Et donc, le système éducatif est évidemment complètement obsolète. Comment arriver à encourager cet enfant à développer sa sensibilité, son imagination dont vous parlez? Certaines pédagogies le favorisent, mais c'est pas toujours commode de trouver ça proche de chez soi ou dans des budgets qui sont abordables ou faisables. Ce qui me paraît intéressant, en tout cas, c'est de reconnaître, d'accréditer, de valoriser cette sensibilité, cette imagination comme un grand atout. Reconnaître aussi que c'est pas toujours facile d'avoir une grande sensibilité au milieu de pairs, PAIR, qui ne le montrent peut-être pas. Ça ne veut pas dire qu'ils le vivent pas, hein, mais qui sont peut-être plus habitués à se blinder et à des comportements de plus, je ne veux pas dire de brutalité, mais en tout cas moins délicat d'apparence, pour le nommer comme ça. Donc d'avoir de la compassion et reconnaître le droit à la différence, que l'enfant au moins se dise « Ah, mes parents reconnaissent que j'ai le droit d'être différent, je ne me reconnais pas trop avec mes petits copains, mes camarades d'école, mais au moins à la maison, je peux être qui je suis. Ouf, il y a un oasis dans ma vie. » Et ce qui peut éclairer, en tout cas nous en avons fait l'expérience dans ma propre famille, c'est la kinésiologie, de faire un travail sur qu'est-ce qui s'est imprimé comme message, souvent très inconscient, dans cet être humain qui fait qu'il a du mal à s'intégrer dans les différents cercles où il va. La kinésiologie, comme sans doute beaucoup d'entre vous le savez, c'est une façon d'aller à la rencontre d'informations que le corps a enregistrées, mais qui ont échappé à la conscience. Et c'est souvent extrêmement pertinent. Je peux témoigner que personnellement, j'en ai eu besoin pour moi-même. Et donc, voilà une piste pour aller au-delà des mots, parce que c'est peut-être difficile pour un jeune enfant de nommer ce qui se passe en soi, surtout si l'environnement aujourd'hui lui paraît plutôt menaçant. Voilà, donc première clé, faire en sorte que, au moins dans la famille, il soit accueilli comme il est, avec beaucoup d'espace pour sa créativité, son imagination, et sans doute un peu d'accompagnement par ce biais-là sur ce que le corps a pu enregistrer comme message peut-être effrayant ou contraignant, qui a pas passé par la conscience, vous l'avez peut-être pas vu lui-même non plus, mais qui s'est quand même imprimé. La kinésiologie, en tout cas, est une approche qui me paraît très utile. Il y a également la microkiné qui est souvent extrêmement intéressante aussi sur ce plan-là. Voilà 2 pistes. Merci beaucoup, Morgane, pour votre question. Je rappelle aussi que j'ai co-animé le cours avec Catherine Schmider. On en reparlera à la fin de cette session. Catherine a créé l'association Déclic, CNV et Éducation, qui propose de l'éducation mais également de l'accompagnement pour les enseignants, mais également pour les jeunes. Et donc, ça peut peut-être être intéressant de se mettre en rapport avec quelqu'un qui a vraiment l'habitude des enfants pour voir quel est le système de référence, de pensée, de projection qui fait qu'il est inquiet d'aller à l'école, qu'il n'aime pas s'y rendre, qu'il résiste au fait de parler de lui, dites-vous. Voilà 2 pistes. Donc, merci beaucoup, Morgane, pour cette question vraiment d'actualité. Déclic CNV et Catherine Schmider, on vous remettra les liens pour les personnes qui souhaiteraient aller découvrir ce que propose Déclic CNV Éducation. On vous glissera tous ces liens aussi bien dans le chat que dans l'espace dédié à la soirée d'échange et également dans la formation. Voilà pour notre première partie de questions-réponses qui était la partie la plus longue. C'est là où on a reçu le plus de questions. Donc, c'est une éducation à la maison, en famille. On vous propose maintenant de découvrir les questions qui sont plutôt dans le côté CNV éducation à l'école ou dans un cadre professionnel. J'ai vu passer dans le chat quelques questions par rapport à ça justement.
Donc, la première question nous vient de Christophe. Bonjour. Comment accompagner avec la CNV les élèves qui n'ont pas envie d'être en classe, qui ne sont pas disponibles pour apprendre, qui ont trop de soucis hors école? Bien souvent, ce sont plusieurs élèves dans une même classe. Ils sont obligés d'être 8 heures par jour assis derrière un pupitre. Dans mon cas, il s'agit d'élèves de 12 à 15 ans avec bien souvent des difficultés familiales. Christophe. Merci à nouveau Christophe pour cette question tellement d'actualité. Malheureusement, comme j'aimerais que cette question n'apparaisse plus jamais dans les chats, dans les mails que je reçois, dans les conversations. C'est un gros enjeu d'aujourd'hui. Ça, de nouveau, sans vouloir accabler, mais pour reconnaître une réalité, un point de départ, le système est complètement obsolète. Évidemment, comment voulez-vous, s'il y a des difficultés dans la famille, des tensions, parfois de la violence physique dans les couples, ce qui malheureusement a tendance à se répandre, comment voulez-vous que l'enfant arrive tranquillement à 8h30 à être concentré sur le cours de maths ou de français ou de chimie? C'est juste impensable. Il y a tout son organisme qui a d'abord besoin de sortir les tensions, la fatigue, la lassitude, l'énervement, le désarroi, la peur aussi. Et donc, nous avons absolument besoin d'intégrer dans nos programmes une façon de tenir compte de là où l'enfant est, ce que lui vit, avec quoi il arrive. Il n'arrive pas indemne, sortant d'une famille magnifique, joyeuse, heureuse, déposée par un papa souriant et convaincu de retrouver un couple heureux le soir à la maison. Il pas tellement d'enfants qui ont cette chance-là. Donc, comment faire pour que l'enfant qui débarque le matin ait un espace de créativité, de jeu, de mouvement, de présence au corps? Ça fait des années que j'essaye, là où j'ai l'occasion de promouvoir un enseignement qui démarrait par la présence au corps, par de la danse, par du jeu, de l'improvisation, du théâtre, à mimer, à singer, à exprimer les émotions. Mais également la sensation d'être bien dans sa chair, bien dans son corps, qu'au moins il y ait cette sensation, mon corps existe, je peux compter dessus, il est en bonne forme, j'aime sa vigueur, sa souplesse, ou sa délicatesse, ou même sa fragilité, mais je sens que mon corps a du prix, a du poids, et je le respecte, je l'estime. Voilà des enjeux qui sont essentiels pour que des jeunes gens, des gamins, des gamines de 12 à 15 ans puissent se sentir petit à petit disponibles pour aller nourrir un peu leur cerveau. Ça passerait à mes yeux absolument par là. Comment changer ça si ce n'est en le réclamant, en le réclamant. Je ne vois pas autre chose qu'une sorte de révolution citoyenne que tous les parents, nous sommes nombreux ce soir apparemment, que tous les parents parmi vous aillent frapper aux portes, hein, je dis bien, des institutions, des écoles, etc. pour dire nous avons besoin de cours de connaissance de soi, d'intelligence émotionnelle, mais également de mise en mouvement, de chant, de danse, d'improvisation pour que nos enfants se sentent bien dans leur peau. Quand on traverse une période tellement chaotique comme celle que nous vivons, avec la sortie, s'il y a sortie de crise du Covid et la guerre en Ukraine, pardon, qui est quand même très menaçante et très déstabilisante, avec là-dessus le risque de crise de plus en plus grand sur le plan de la biodiversité et du climat. Waouh, il y a de quoi se demander est-ce que ça vaut la peine de vivre, de faire des études, de s'impliquer, d'ingurgiter toutes ces matières. Moi, je me sens pas vivant, hein. Et donc c'est plus qu'urgent que chacun de nous puisse sentir, bon, sans doute il y a tout ça, bien sûr, je le sais, je l'apprends, je me tiens au courant de l'actualité, et cependant, je me sens vivant. Je guette le printemps, je sens que le printemps arrive, j'appartiens à ce monde qui est en effervescence, en éclosion, je fais des liens avec des choses impalpables, invisibles, et cependant profondément sensibles, parce que je les capte, je sais les capter, mes professeurs me montrent comment le vivre, que la vie traverse les saisons et demeure la vie, et j'ai besoin de sentir ça, plus que d'apprendre comment se compose une molécule ou quelle est la date d'une bataille dans l'histoire. J'ai plus besoin de comprendre ça, ça ne nie pas l'histoire, ni la chimie, ni la physique. C'est juste de commencer par où on peut commencer, par un être qui est vivant, heureux d'être vivant et qui a envie d'apprendre. Waouh, vous percevez dans mon ton que je suis très malheureux de voir l'inertie de nos systèmes éducatifs aujourd'hui et combien j'ai besoin de proposer d'autres voies. Alors, nous sommes nombreux ce soir, nous sommes nombreux dans ce groupe qui suit, mais dans d'autres communautés qui s'éveillent. Et chaque fois, il y a des parents qui pourraient encourager, parce que je crois que beaucoup de professeurs font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils
ont et les contraintes qu'ils ont. Beaucoup de directeurs d'établissements souhaiteraient bouger les choses, mais ne savent pas trop comment faire. Il me semble que s'il y avait vraiment une masse de population qui pousse au changement, et ça devrait petit à petit se mettre en place plus rapidement que ce qu'on voit aujourd'hui. On peut voir dans des initiatives ponctuelles de parents qui font l'école à la maison ou d'habitats groupés qui partagent une scolarité ou des choses comme ça, ou qu'il y a de grands bénéfices à permettre aux enfants de vivre incarnés sur la terre, dans leur corps, dans leur fantaisie, dans leur créativité, dans leur capacité à mettre la main à la pâte pour co-créer. Donc, je pense que ces preuves ne sont plus à faire, mais elles sont à faire connaître, ça oui, certainement. Merci Christophe pour votre question et bon courage pour essayer d'apporter là où vous êtes un petit peu plus de vie en dehors de ces cadres préétablis et permettre à vos enfants de ne plus rester 8 heures par jour assis, mon Dieu, derrière un pupitre. Quelle calamité, combien c'est contre nature. On comprend si l'on est élevé avec une telle violence sur notre propre nature que l'on répercute cette violence tôt ou tard sur les autres et sur le monde. C'est par là que ça peut changer. Apprendre à respecter notre nature intime qui, elle, a besoin de mouvement, de fantaisie, de changement, d'ouverture et de contact avec la terre-mère. Merci Christophe. Merci Christophe, merci Thomas pour cette réponse et ton engagement. La question suivante nous vient de Cindy. Bonjour, je suis éducatrice spécialisée dans un centre qui accueille et accompagne des adolescents fragilisés. J'aimerais accompagner ce public au mieux et leur partager des outils pour qu'ils arrivent à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Ils ont entre 12 et 18 ans, sont en profond mal-être, tentative de suicide, addiction, dépression. J'aime beaucoup ce que vous proposez et je pense que cela peut les aider. Merci d'avance, Cindy. Merci également Cindy pour cette question bien au cœur aussi de l'actualité. Je vous encouragerai de façon très pratique à prendre contact avec Déclic, CNV et Éducation, l'association dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, pour voir avec eux comment mettre en place un enseignement qui permette à ces jeunes de développer ces outils et à ces jeunes, mais peut-être aux personnes qui les encadrent et qu'ils puissent sentir petit à petit que ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent peut trouver une expression, une voix par la mise en mots, par l'échange, par l'empathie, par le fait d'être ensemble à se parler et que ça crée du nous, un nous profond, et que le fait d'appartenir à de nous, c'est déjà la moitié de ce dont nous avons besoin comme sens. C'est pas un petit enjeu. C'est d'ailleurs la preuve que c'est pas un petit enjeu que ce qui nous mine tellement dans une entreprise, dans une équipe de travail, ou dans un couple, dans une famille, c'est quand il n'y a pas au moins 50% de nous, et que le nous s'est réduit à quelques petits échanges fonctionnels. Donc, sentir à cet âge-là que j'appartiens, il y a un groupe, je peux me poser, je suis écouté, on ne m'interrompt pas, on ne me juge pas, on ne me conseille pas, on me dit pas tu devrais, il est temps, on me laisse poser, je peux travailler moi-même mon intuition. Waouh, quelle richesse, hein. Et donc voilà, l'idée ce serait de permettre à ces jeunes de partager petit à petit, hein, à leur rythme, des groupes de parole, des groupes d'échange où des notions de CNV sont petit à petit intégrées et mises en mouvement pour que plus d'aisance s'instaure. C'est vraiment de nouveau un enjeu citoyen. Ça devrait faire partie de tous les programmes scolaires. Merci beaucoup Cindy, bonne chance et bonne transmission dans votre lieu, dans votre centre. Merci Thomas. La question suivante nous vient de Aude. Bonjour, je forme des enseignants en Suisse depuis 2 ans dans le but qu'ils puissent l'utiliser avec leurs élèves s'ils le souhaitent. Sachant que la CNV s'intègre d'abord pour soi-même avant de s'enseigner, il est difficile de savoir comment donner des bases réalistes aux adultes sans qu'ils se sentent découragés par la démarche ou l'utilisent de manière non adéquate. Quel point d'appui, quelle base me conseilleriez-vous de leur fournir? Merci Aude. Merci Aude. Je pense que je devine de quelle Aude il s'agit. Merci Aude, si tu es là dans l'assemblée virtuelle. Et si c'est toi, bien sûr, qui as posé la question. Alors,
Et évidemment, la CNV s'intègre d'abord par soi-même avant de s'enseigner. Et c'est pas un truc magique, on emprunte comme ça en quelques jours de formation et on balance à sa petite tribu. Non, ça se pratique, ça s'intègre comme une nouvelle langue. Vous connaissez ce parallèle, nous aimons le mettre en perspective. Ça s'apprend comme une nouvelle langue. Donc, c'est pas en 3 jours qu'on pratique une nouvelle langue, ni même en une semaine. Ça nous demande plusieurs semaines et peut-être même plusieurs mois, évidemment, pour commencer à avoir un peu d'aisance. Ça n'est pas pour décourager, c'est pour encourager à s'y mettre avec un peu de conviction et en intégrant la notion de durée. Le temps est un allié pour petit à petit passer de l'ignorance de cette façon d'être à un peu d'aisance dans la maîtrise. Et donc encourager les adultes à se former profondément et à pas seulement suivre une formation, mais à vivre comme ça, à vivre au quotidien, à sentir que cette façon d'être au monde avec soi, avec les autres, avec la vie et le vivant, s'intègre de plus en plus et apporte un profond bien-être. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à transmettre. C'est quand on sent que, tiens, ma façon de vivre cette tension avec mon conjoint ou avec mon ado adorable ou avec ma classe, je l'ai vécu beaucoup mieux. Ça s'est passé de façon beaucoup plus agréable et je m'en félicite d'abord et je souhaite continuer à vivre comme ça. Je m'encourage donc. Ou cette façon d'entendre une mauvaise nouvelle, mais quand même de percevoir quel bénéfice on peut en tirer et comment ça peut nous aider à être plus vigilants ou plus attentifs, comment utiliser donc ce qui arrive à l'extérieur pour en faire une occasion de grandir. Ben, petit à petit, c'est cette approche qui fait que je diffuse, je témoigne par ma dégaine à travers la vie. Il est difficile, dis-tu, de savoir comment donner des bases réalistes aux adultes sans qu'ils se sentent découragés par la démarche ou l'utilisent de manière non adéquate. Ah oui, découragés parce que sans doute il manque cette conscience que ça prend du temps et donc intégrer d'emblée l'idée que ça va prendre du temps et que c'est comme ça que ça se passe pour la plupart de nos apprentissages. Personne n'a appris à faire du ski puisque tu es en Suisse en 5 minutes ni en 2 jours. Personne n'a appris le football ou le tennis en quelques heures. Tout ça demande une pratique et on le sait, c'est au bout sans doute d'une année ou deux qu'un peu de maîtrise et donc de bien-être vient de cette nouvelle pratique. Donc, passer ce message d'emblée. Beaucoup de personnes pensent qu'on apprend la CNV comme une recette de cuisine en quelques minutes avec quelques clés. C'est tout à fait, malheureusement, à côté de la plaque, si vous me permettez. Et alors, certaines personnes l'utilisent de manière non adéquate. Ça, c'est un autre enjeu. C'est que croyant avoir compris, parce que intellectuellement, dans le petit cerveau dit gauche, on a vite compris, observer sans juger, ressentir sans interpréter l'autre, nommer des besoins qui sont différents des demandes, et puis faire des demandes concrètes, OSBD, c'est facile à comprendre. Mais avant d'en avoir l'aisance, la fluidité, c'est un peu comme conduire une voiture sans devoir réfléchir à tous les enjeux de la voiture. Hein. Nous avons donc besoin de pas mal de pratiques. Sinon, la manière inadéquate, c'est d'être dans une utilisation qui peut se révéler manipulatrice. J'essaye d'obtenir quelque chose de l'autre en utilisant ce jargon, alors que je suis habité par une mentalité, une conscience de rapport de force, plutôt que de collaboration. Et ça, malheureusement, ça peut être le cas si on n'a pas profondément intégré le fait de quitter l'habitude des rapports de force et le goût du drame. Quel point d'appui, quelle base? La pratique, j'y reviens. J'aimerais avoir une potion magique pour répondre à toutes les questions. Toutefois, je reviens à cette comparaison avec une langue étrangère ou avec un sport et la plupart de nos apprentissages. Intégrer le temps comme un allié, intégrer les exercices réguliers comme la seule façon de sentir petit à petit l'éclosion se faire en nous. Merci Aude. Merci beaucoup Thomas, merci Aude. Voilà pour les questions CNV d'éducation à l'école ou dans un cadre professionnel. On vous propose maintenant de répondre à quelques questions sur, entre guillemets, la CNV en général. Et ça viendra sûrement éclairer quelques espaces que nous avons déjà un petit peu abordés. 2 questions de Lisa et de Laura. Bonjour, n'est-il pas dangereux, coûteux, compliqué d'avoir systématiquement recours à la CNV? Quelles sont ses limites concrètes? Quel équilibre trouver? Exemple, vouloir tout analyser objectivement, perdre trop de temps, d'énergie à trouver son émotion, formuler sa demande, voir la situation initiale, perdre en spontanéité et donc en substance, se perdre, perdre l'autre en tentant de se rassembler. Merci et à très bientôt, Lisa. Et Laura, bonjour, j'ai une question assez générale à la CNV que je découvre depuis quelques semaines.
Est-ce une manière d'aborder l'autre que l'on vise continuellement ou est-ce seulement dans des moments particuliers d'échange? Merci à vous. Merci à vous deux, Lisa et Laura, pour ces questions. N'est-il pas dangereux, coûteux, compliqué d'avoir systématiquement recours à la CNV? Coûteux en énergie, oui. Compliqué souvent. On est bien d'accord. Quelles sont ses limites concrètes? Bien sûr qu'il y en a. La CNV ne résout pas tout. Nous avons besoin effectivement parfois d'accepter que ça va pas passer comme nous l'aurions voulu. De nouveau, je me répète, mais c'est la voie que je vois, c'est que plus vous intégrerez cette façon d'être au monde avec vous, avec les autres et avec la vie sur ces 3 axes, plus ça vous paraîtra fluide et facile à mettre en place sans avoir besoin d'annoncer la grammaire des sentiments et des besoins, qui, elle, peut se révéler contre-productive. Vous l'aurez sans doute perçu. On apprend une certaine grammaire dans les formations. J'observe, je ressens, j'ai tel besoin, je fais telle demande, ou je m'adresse à l'autre en disant qu'est-ce que toi tu as vu, comment tu te sens, quel est ton besoin. Voilà, ça c'est la grammaire. C'est précieux pour reformater le système de pensée dans l'atelier. Mais on ne vit pas comme ça, mon Dieu. On vit en retrouvant le langage de tous les jours et on fait ce que j'aime appeler de la girafe clandestine. Vous n'avez pas besoin d'afficher votre connaissance des 4 points pour être pertinent. Au contraire, vous serez d'autant plus pertinent que vous allez être au plus proche du langage de tous les jours. Et par exemple, vous le nommez, comment vouloir analyser objectivement? Essayez d'être sobre. Et si vous voyez pas la réalité de la même façon, reconnaissez, tiens, toi, tu vois que les choses sont passées comme ça, pour toi, il s'est passé ceci ou ça, est-ce que c'est ça? Voilà. Pour moi, ça s'est plutôt passé comme ceci. Voilà ce que moi, je vois, Est-ce que ça concorde plus ou moins? On n'est peut-être pas d'accord là-dessus. Bon, écoute, continuons quand même. Moi, je suis plutôt triste ou déçu parce que j'aurais aimé que, ça me ferait kiffer, ça me botterait que, voilà. Et vous nommez les sentiments des besoins de façon très légère. Sans être lourd, je me sens parce que j'ai besoin, ça, vous faites, vous organisez votre fusillade. Il vaut mieux être plus fluide, plus souple, particulièrement avec les enfants, mais aussi avec les conjoints ou les conjointes. Vous allez vous entendre dire, fais pas ton psy à 5 balles parce que tu me pompes l'air. Retrouver de la fluidité, de la légèreté. C'est clair que, vous savez, nous sommes une première génération qui intègre ça. Et donc, mon rêve, c'est que ça s'intègre de façon évidente de plus en plus et qu'on n'ait plus besoin de suivre des cours, tellement ce sera intégré dans nos habitudes d'éducation. Voilà, essayons d'être le plus fluide possible quand vous avez débuté la conduite automobile. Pour ceux qui ont passé le code ou le permis de conduire, c'était un peu laborieux. C'est difficile de percevoir les pédales, l'embrayage, l'accélérateur. Hop, on cale la première, la deuxième, et puis les signaux, le clignotant, tourner le volant. Et puis, une fois qu'on est sur la rue, tout ce qui se passe comme info à l'extérieur, difficile d'intégrer tous ces niveaux, l'intérieur, la voiture elle-même, l'habitacle, l'extérieur, les autres usagers. Après quelques années de pratique, plus personne ne pense à ça. C'est devenu automatisé, intégré. Le circuit neuronal, c'est fait. Oui, de nouveau, le fameux circuit neuronal. Voilà un encouragement à dépasser ce moment où c'est effectivement un peu coûteux, compliqué, dangereux. Oui, vous pouvez agacer l'autre, ça c'est clair, mais sinon je ne vois pas de gros danger à la chose. Peut-être perdre en légèreté, en joie de vivre. N'oublions pas le fil rouge que je montre régulièrement sur un tableau. Nous cherchons à vivre un profond contentement, pas à couper les cheveux en 4. Alors, la question de Laura. D'abord, merci Lisa pour votre question. Et puis Laura, j'ai une question assez générale à la CNV que je découvre depuis quelques semaines. Est-ce une manière d'aborder l'autre que l'on vise continuellement ou est-ce seulement dans des moments particuliers d'échange? Alors, c'est plus que ça, Laura. C'est une façon d'être au monde de façon globale. Et effectivement, il n'est pas toujours nécessaire de se référer à cette façon de fonctionner. Vous pouvez bavarder tout simplement avec tout le monde de façon habituelle. Il se fait que au moment où il y aurait une incompréhension, une tension, un différend, ce sera sans doute précieux à ce moment-là de se rappeler, tiens, l'autre ressent des choses et il ou elle a des besoins. Comment est-ce que je peux me connecter à ça pour aller comprendre son comportement ou son attitude? Moi-même, j'ai des sentiments et des besoins et je pourrais d'autant plus les faire passer que j'essaye d'être objectif dans ce que j'observe. Voilà. Donc, se rappeler cette grille peut être pertinent quand on est dans une situation de tension. Il se fait que, également, ça maximalise les moments de joie quand vous êtes seul devant une grande joie, un grand émerveillement, décoder
pour votre simple joie, pour maximaliser votre ressenti, tout ce qui se passe en vous. Vous allez sentir vraiment des grandes émotions, de profond contentement d'avoir perçu plus finement des besoins derrière les besoins, derrière les besoins, dans la joie, la reconnaissance, dans la gratitude. Donc il y a cet aspect de jardinage de votre vie intérieure qui, à mes yeux, est extrêmement précieux. Et puis à deux également, fêtons, célébrons les moments joyeux, osons nommer tout ce qui est rencontré, nourri, reconnu dans un moment où l'on est bien ensemble. Ça maximalise le nous, ça le rend de plus en plus solide et résilient pour les moments où on aura des choses plus pénibles à se dire peut-être, vous voyez. Donc c'est vraiment un outil polyvalent, si j'ose réduire cette approche au mot d'outil. Voilà, et en même temps, comme le suggère mon ami Fabrice Midal, foutez-vous la paix. J'adore ce titre. Il ne s'agit pas de se prendre la tête, mais de voir que effectivement ce fonctionnement peut nous rendre la vie plus belle. Merci, Laura Elisa. Merci Thomas. La question suivante nous vient de Pascal. Bonsoir, j'aimerais avoir quelques pistes de réflexion concernant la CNV. En effet, mon épouse fait un travail personnel depuis près de 2 ans, pleine conscience, méditation, importance de l'instant présent, et moi-même depuis plus d'1 an. Lorsque je n'ai pas l'attitude qu'elle souhaiterait, elle ne m'adresse plus la parole pendant des jours et des semaines. Dans le passé, comme je ne supportais déjà pas cela, je finissais par, entre guillemets, renouer le contact, mais aujourd'hui, je le vis réellement comme une agression. Comment puis-je faire évoluer notre relation? Est-ce lié à son éducation? Un grand merci pour vos conseils. Pascal. Merci beaucoup Pascal pour cette question qui doit, je l'imagine, rencontrer les préoccupations d'autres personnes dans notre assemblée aujourd'hui. Vous ne devez pas être le seul à vivre ça, certainement. Alors, est-ce lié à l'éducation? En tout cas, aux circuits neuronaux ambiants, c'est à mon avis une des manifestations des rapports de force, hein, domination, soumission, agression, démission, mais également fuite ou bouderie. Ce sont des rapports de force. Et là, j'évoque souvent que nous n'avons pas dépassé Cro-Magnon. Soit j'argumente à coups de gourdin pour avoir raison ou convaincre l'autre qu'il a tort, soit je me replie dans ma grotte. Fous-moi la paix. Et la bouderie, c'est ça, c'est fous-moi la paix. J'ai plus envie de t'entendre. C'est, à mes yeux, une des plus tragiques façons de nier le lien. On est en lien, et on est particulièrement en lien quand on est en désaccord. C'est intéressant, le désaccord. Ça a besoin d'être approfondi pour passer à un autre palier, ne pas reproduire systématiquement des bouderies qui peuvent rappeler des situations infantiles de bac à sable, où l'enfant boude et puis il ne veut plus parler à son copain. C'est dommage d'en rester là, je veux dire. Je ne veux pas juger la personne qui fonctionne comme ça. Je souhaite l'encourager à trouver un autre moyen de valoriser ce à quoi elle tient et comment nommer ce à quoi elle tient. Et donc, peut-être une piste, ce serait que vous puissiez, en temps de paix, pas quand il y a justement un différend et que l'autre est parti dans cette attitude de ne plus parler, mais quand tout va bien, de pouvoir aborder le sujet courageusement et vous dire, tiens, là, je suis tellement heureux, depuis quelques jours, on se parle joyeusement, ça me fait chaud au cœur, j'aime cette qualité de relation et qu'est-ce que ça me ferait plaisir de pouvoir la maintenir même quand on n'est pas d'accord. Est-ce que tu serais d'accord que je t'évoque ce qui me peine quand tu ne veux plus parler pendant quelques jours? Parce que je souhaiterais qu'on évolue ensemble et que nous grandissions ensemble et que nous ne restions pas sur des positions qui sont statiques et qui qui font perdre le goût du vivre, du vivre ensemble en tout cas. Vous voyez, osez aborder la chose à un moment où vous pouvez reconnaître tout ce qui va bien entre vous, tout ce que vous aimez, célébrer, apprécier tous les aspects que vous chérissez dans la relation et en même temps apporter cette précision que là, ça fait mal et ça fait mal depuis longtemps et ça fait mal régulièrement et que donc puisque vous tenez au nous et que vous souhaitez que le nous reste vivant, éveillé, souple, adaptable, enrichi mutuellement, eh bien vous souhaitez aborder ce sujet pour enlever cette épine du pied. Voilà, on a l'occasion de se rencontrer en couple pour éviter que ça se perpétue et que ça ne s'aggrave et que peut-être vous en ayez un jour complètement ras-le-bol. Donc l'idée c'est pas de faire une menace à l'autre, c'est pas du tout de ce ordre-là, c'est indiquer que vous aimez dans la relation la qualité d'échange et pas la fuite par rapport à l'échange. Merci beaucoup Pascal. Bon, inspiration, bonne chance.
Merci beaucoup, Thomas. Thomas, si tu es d'accord, là on a terminé la partie entre guillemets questions CNV en général. J'ai vu passer dans le chat une question avec un angle un tout petit peu différent de celle qu'on a vue, qui pour moi rejoint un petit peu le côté CNV en général. C'est une question d'une enfant dans le chat que j'ai vu passer qui dit: bonjour, je m'appelle Laura et j'ai 9 ans. Quand je m'ennuie, je vais voir ma maman, mais elle est toujours occupée et ça l'embête. Quel conseil me donneriez-vous? Merci d'avance. Oh, je suis très touché par ce message, Laura. Laura, peut-être si tu as le courage d'avoir un peu d'empathie pour ta maman en disant que tu es très occupée, tu as beaucoup de travail et tu aimerais que je te laisse en paix. J'ai envie de comprendre ça et de respecter ça, donc reconnaître le besoin de l'autre en même temps. Et puis dire en même temps, ça fait peut-être la 3e fois, et nomme ce qui s'est passé, que je viens te trouver pour te parler, échanger avec toi et que tu es trop occupé. Et moi, je suis triste et un peu fâché parce que j'ai besoin d'avoir des temps d'échange avec toi. Et donc de nommer, vois-tu, Laura, tes sentiments et tes besoins aussi. Reconnaître les sentiments et les besoins, peut-être que ta maman est occupée parce qu'elle a du travail à faire, et c'est légitime, bien sûr, et en même temps, tu existes, et elle t'a mise au monde, et tu as besoin d'attention, de présence, de patience, de douceur, de joie de vivre, et tu as sans doute besoin là de l'exprimer très clairement. Nous avons sans doute, et tu as peut-être même du haut de tes 9 ans, l'occasion de faire une affirmation girafe qui peut parfois même être sous le ton de la colère. Là, je suis en colère parce que ça fait plusieurs soirs qu'on ne se parle pas. Et moi, j'ai besoin de sentir que je suis importante pour toi, que je compte pour toi, que j'ai ma place dans ton cœur. Et là, je le sens plus. Donc, j'aimerais avoir un moment avec toi, si pas maintenant, un peu plus tard. Salut maman, paf. Et vous la laissez, et tu la laisses mijoter. La réponse tout de suite, mais tu lui auras dit ce que tu as à dire, tu vois. Mon Dieu, Laura, comme j'aimerais que ces questions n'arrivent pas. Mais en même temps, je suis heureux que tu la poses, évidemment, et que très honoré que tu sois dans notre chat. Merci beaucoup pour la question et bon courage avec ta maman. Il ne faut pas démordre des vrais besoins. Quand on a besoin d'attention, c'est précieux de le dire. Merci beaucoup Thomas, merci Laura pour cette question. Et les dernières questions que nous voulions vous partager, c'était des questions un petit peu pour aller plus loin, de personnes qui nous demandaient, donc on a déjà commencé à aborder un petit peu des pistes pour les personnes qui voudraient aller plus loin. Donc si nous prenons les questions, une première question de Céline. Bonjour, existe-t-il un programme que les enseignants pourraient utiliser pour former les élèves à la CNV? Personnellement, je travaille avec des élèves de 12 à 18 ans et j'aimerais leur transmettre ces habiletés dans le cadre d'un cours d'éthique ou de bien-être. J'enseigne au Canada. Merci d'avance pour toutes les pistes de ressources pour aider nos ados. Céline. Et la deuxième question de Lara. Bonjour, comment initier des élèves de 15 à 19 ans à la CNV? Y a-t-il des formations spéciales pour professeurs? Merci Gabin d'avoir regroupé ces questions. Merci Céline et merci Lara. Je vais vous orienter de nouveau vers l'association Déclic CNV et Éducation et Catherine Schmider. Tout de suite, nous allons aborder la journée de pratique de la CNV sur le thème de l'éducation co-animée avec Catherine. Si vous suivez cette journée, ça vous donnera peut-être déjà quelques clés sur la façon de transmettre. Sinon, de façon plus pragmatique, peut-être pour avoir des formats, des protocoles, des clés de transmission à ce public-là, je vous recommande de prendre contact avec eux parce que c'est vraiment leur initiative que de transmettre ça aux professeurs et aux élèves. Évidemment, la priorité, c'est les professeurs. Si tous les professeurs vivaient comme ça, les élèves n'auraient pas besoin d'y être initiés. Ça se ferait tout seul. Donc voilà une piste, en tout cas, Déclic CNV Éducation, et également le matériel que vous pourriez trouver auprès de l'Université de Paix dans la ville de Namur à Bruxelles, et qui a un très beau site, Université de Paix dans la ville de Namur. Vous trouverez ça facilement pour aller voir quels sont les jeux, les pratiques, les exercices, souvent à l'extérieur même, qui permettent de diffuser des clés de connaissance de soi, d'intelligence émotionnelle très pratico-pratique. Merci pour vos questions, Céline et Lara. Merci beaucoup, Thomas. Et puis, à nouveau, on vous partagera dans l'espace dédié des liens vers des bibliographies ou des ressources. On a déjà évoqué en début de soirée les travaux d'Isabelle Filosa, donc Déclic CNV,
On a parlé aussi des livres pour enfants. J'ai vu passer dans le chat des choses dont qu'on n'a pas évoqué à voix haute, mais peut-être les partager. J'ai vu passer donc effectivement les livres d'Olivier Clerc avec les aventures de Pompon, trois aventures pour transmettre la communication bienveillante aux enfants. Ouais, tu connais Thomas? Oui, oui, j'apprécie beaucoup Olivier, il fait un magnifique travail, donc merci de faire passer le message, c'est une belle occasion, bien sûr. Je pense aussi au BD de Armella, je crois, sur les émotions. J'ai vu passer donc effectivement Letty Gribouille, son travail s'appelle Apprenti girafe, avec de nombreux supports visuels. Voilà un petit peu les premières pistes pour aller plus loin. Je tombe sur un des éléments du chat, sans doute parce que le prénom est le même que le mien, c'est Thomas qui dit merci pour l'échange. Comment fonctionner si les autres enfants autour de l'enfant sensibilisé CNV agressent et tapent? Comment outiller son enfant pour y faire face? De nouveau, c'est une question qui revient régulièrement. Merci Thomas de la poser là, en débriefant bien sûr avec votre enfant à la maison sur ce qui s'est passé et en reconnaissant sa souffrance, sa tristesse et peut-être une partie de lui qui aurait envie de répondre sur le même ton. Comment encourager? Peut-être faire comprendre que la plupart des enfants sont encore dans l'ancien monde, dans l'ancien paradigme, dans les rapports de force, dans la culture du malheur, dans la loi du plus fort, que ça, c'est comme ça que malheureusement nous héritons de ce vieux monde et que vous-même, sans doute, puisque votre enfant a été sensibilité à la CNV, vous avez envie d'éduquer autrement et que ça prend du temps et que c'est pas facile et que on se prend des baffes, oui, c'est clair, et qu'on n'est pas obligé de les accepter et que donc il a le droit de se mettre en colère très clairement en disant et en utilisant les mots et la vigueur du ton pour indiquer que ça suffit et que si la violence se perpétue, il aura recours au professeur pour pouvoir être protégé et qu'il y ait un débat sur la violence. Mais également peut-être travailler le fait de dégainer l'empathie. Ça, c'est de la haute voltige évidemment pour un enfant de rapidement quand une critique, une agression, un geste agressif arrive, avoir de l'empathie pour l'autre. C'est vraiment pas facile. Mais peut-être petit à petit, ça peut se faire. Que l'enfant peut-être découvre même le goût qu'il y a à se relier rapidement à l'autre personne dans ce qu'il aurait peut-être voulu formuler s'il avait eu les mots, mais qu'il a malheureusement formulé par une agression ou un geste. Voilà donc les deux axes, l'expression de soi par l'empathie, par l'affirmation de soi, peut-être même par la colère, ou l'empathie pour l'autre, et le cas échéant, recours à une supervision pour que l'on débatte en classe, donc pas juste pour aller. C'est du belge ce que je vais vous dire. Je sais pas ce que ça se comprendra en France. Aller racuspoter auprès du professeur. C'est du belge. Qu'est-ce qu'on dit? On va. Quel est le mot que vous dites? Racuspoter? Oui, non, mais quand on dénonce quelqu'un. Il y a un petit mot pour dire ça en français. Bon, j'oublie. Ça me vient pas. Faire celui qui dénonce, enfin c'est pas ça l'idée, c'est l'idée de porter à la conscience des personnes qui ont la responsabilité de la classe qu'il y a un problème à régler et que l'enfant qui le vit souhaite participer à un travail d'apaisement. Mais, ok. Est-ce que c'est le mot rapporteur? Rapporteur, c'est un autre petit mot. Bon, il m'échappe à l'instant. Ok. Très bien. Voilà, merci Thomas. Ben, merci beaucoup Thomas. Voilà un petit peu pour le grand tour un petit peu des questions que nous avions reçues. Alors on est conscient qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions, on en a vu passer dans le chat. Merci beaucoup en tout cas pour ces questions. On vous rappelle pour le fonctionnement des soirées, on essaie de prendre les questions en amont justement pour les structurer, les organiser, les regrouper, les mettre sur un support de présentation pour que ce soit facile à suivre. On espère qu'en tout cas vous avez pu vous retrouver aussi bien dans les questions qui ont été partagées, qui étaient diverses et riches, que dans les pistes de réponses, de ressources qui ont été apportées. On est conscient qu'en une soirée, on ne peut pas tout aborder. En tout cas, on avait à cœur de vous retrouver pour partager cette soirée en direct. Ce qu'on vous propose pour terminer, c'est vous donner quelques pistes pour les personnes qui voudraient aller plus loin. Vous donner quelques informations sur la formation justement CNV Éducation. Ça sera peut-être aussi l'occasion de présenter un tout petit peu plus Catherine Schmieder et on a beaucoup parlé de déclic CNV.
Voilà, on vous donne ces quelques informations pour terminer. Et puis, bah, on aura l'occasion de refaire d'autres soirées si le format vous plaît. En tout cas, pour nous, on a toujours plaisir à vous retrouver. Donc, quelques informations donc c'est une nouvelle formation disponible en ligne, CNV Éducation. Donc, comme Thomas disait, on a eu l'occasion de partager une journée complète avec Thomas et avec Catherine sur une journée vraiment d'introduction, les bases de CNV et éducation. Donc voilà, Thomas, est-ce que tu veux dire un petit mot par rapport à Catherine, que tu connais bien depuis longtemps, avec qui tu as eu l'occasion déjà de travailler régulièrement? Oui, avec plaisir. Catherine est une amie de longue date. On se connaît depuis plus d'une quinzaine d'années, peut-être même 20. J'ai pas fait le compte. On s'est rencontrés grâce à l'association que nous avions créée avec Guy Corneau, mon ami psychanalyste dont j'ai souvent parlé, avec qui j'ai beaucoup appris, qui est psychanalyste jungien québécois. Et nous avions co-créé ensemble une association qui s'appelait Cœur.com et qui visait à rassembler des artistes et des thérapeutes pour aider à retrouver l'élan de vie, la joie d'être en vie par l'élan créateur et la compréhension de ce qui bloque l'élan, mais en même temps de ce qui pourrait le faciliter. Et Catherine faisait partie de cette équipe et nous avons co-animé pas mal d'ateliers ensemble et ça nous a noué une grande amitié. Et elle était sophrologue elle-même, grande sportive par ailleurs. Elle n'aimera peut-être pas que je divulgue ça, mais je suis vraiment très flatté de connaître une ancienne membre de l'équipe championne de France de parapente. Donc c'est quelqu'un qui sait prendre de l'attitude et oser. J'apprécie beaucoup Catherine. Et donc aujourd'hui, elle est la fondatrice de l'association Déclic CNV et Éducation. Tout à fait. Donc au niveau de la formation, simplement pour vous donner les quelques pistes, parce qu'en une journée à nouveau, on ne peut pas tout aborder. En tout cas, on avait à cœur de transmettre des ressources pour aider notamment, alors aussi bien les parents que les professionnels, que vraiment les acteurs de l'éducation. Pour nous, cette formation en ligne, elle a vraiment pour intention de nous rapprocher, de vivre les relations éducatives auxquelles nous aspirons, aussi bien avec nos enfants, nos jeunes, nos adolescents, qu'avec les enfants, les jeunes ou les adolescents qu'on peut accompagner dans le cadre professionnel ou associatif ou qu'on peut côtoyer. L'intention également de pouvoir nourrir une relation de confiance avec nos enfants, clarifier nos intentions éducatives. Ça, c'est une grande partie de la formation. On démarre avec ça, clarifier nos intentions éducatives pour également être plus disponible dans la relation, vraiment clarifier également ses priorités. On a toute une partie de la formation qui s'intéresse à réussir à exprimer clairement quand ça va et aussi quand ça ne va pas. Et également une intention de cultiver le calme, la patience, l'assertivité et la joie en apprenant à prendre soin de soi, qui était vraiment le thème de cette journée, prendre soin de soi pour vivre les relations éducatives auxquelles nous aspirons. Voilà un petit peu pour les intentions de cette formation qui est aujourd'hui disponible en ligne. Thomas, tu te retrouves dans ces éléments? Oui, absolument, absolument. Il me semble qu'un élément clé que Catherine a bien abordé, c'est clarifier nos intentions. Qu'est-ce que nous souhaitons? Pour moi, cette réflexion, quand j'ai eu le goût d'être parent, parce que longtemps je me suis dit je veux pas être parent, je veux pas d'enfant, c'est trop risqué, j'ai pas envie d'abîmer des êtres humains. Et puis quand j'ai senti quand même l'appel de la paternité, l'envie d'avoir une famille, et bien quelle sera l'intention? J'ai pu vérifier qu'en moi profondément l'intention c'était la joie d'être ensemble, la joie de s'enchanter d'être ensemble, d'enchanter le monde, de réenchanter le monde. Je voulais cette expansion, et ça préside à toutes mes attitudes. Qu'on soit bien sûr dans des moments joyeux en famille ou qu'on soit des moments tendus, ce qui bien sûr arrive comme dans toutes les familles, eh bien, qu'est-ce qui fait joie, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui va réenchanter le monde, comment dépasser ce moment d'incompréhension ou de conflit. Pour moi, c'est une grande clé pour garder notre fil rouge. Et certains l'ont rappelé, et je vois dans le chat, là je suis un peu le chat, le titre de ce livre, parents respectueux, enfants respectés ou respectueux, je ne sais plus quel est exactement le titre, mais c'est intéressant de nouveau de voir cette exemplarité qui se transmet. Tout à fait. Pour vous donner quelques informations pratiques par rapport à la formation, donc sur ce qui a été enregistré, ça donne un petit peu plus de 4h30 de contenu. Il y a aussi bien des temps théoriques, des explications, que des temps également des exercices qui sont proposés. Des exercices très pratiques, donc par exemple clarifier les intentions, également des exercices de sophrologie que Catherine nous a proposés.
Et il y a également des moments d'échange, d'interaction avec les participants qui étaient là en direct. La formation est en accès illimité, ça veut dire quand vous la rejoignez, vous n'avez pas de limite de temps. L'idée justement, c'est de pouvoir accéder à ces ressources quand vous en avez besoin, de pouvoir vous replonger dedans, vous immerger, voilà, que ça soit disponible. Une fois que vous rejoignez cet espace de formation, vous avez un accès limité. Ça se trouve sur un espace personnel de formation où on retrouve aussi bien la formation que des liens également pour aller plus loin, aussi bien bibliographiques que les liens vers les formations de Catherine, de Déclic CNV, des formations également que Thomas peut proposer, des formations aussi d'approfondissement. Et il y a toute une partie aussi dans l'espace personnel de formation qui a été travaillée encore plus que pour les formations d'avant pour vous aider à trouver des partenaires d'exercice et également ce que Catherine appelle dans la formation un binôme d'empathie. Parce que comme on l'a abordé dans la soirée, c'est pas juste des techniques, c'est pas un clic sur l'ordi, c'est aussi beaucoup de pratiques, c'est aussi beaucoup d'échanges. Donc voilà, on avait à cœur dans cette formation, en tout cas, de rendre encore plus facile le fait de pouvoir trouver des partenaires d'exercice, de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Donc, en plus de la MAPS habituelle sur laquelle vous pourrez rencontrer aussi bien des gens qui sont engagés dans les parcours CNV que des groupes de pratique que vous pouvez rejoindre. Là, dans cette formation, vous avez également des espaces où on vous propose d'être mis en relation avec des personnes qui souhaiteraient pratiquer. Donc, on est très heureux de proposer ça puisqu'on a bien conscience que les formations en ligne, parfois, la contrainte, c'est de se retrouver seul derrière son ordinateur. Et voilà, donc l'idée, c'est aussi vraiment créer du nous, créer du lien et trouver une communauté sur laquelle on peut aussi s'appuyer pour avancer, pour pratiquer, aussi bien dans les moments où, entre guillemets, ça va et on se sent plein d'énergie et plein d'enthousiasme, qu'aussi dans les moments où ça va peut-être un peu moins fort et qu'on aurait besoin de soutien et de se sentir épaulé dans cette riche aventure. Donc, on a plaisir à proposer ces espaces-là. Voilà, un petit peu pour quelques informations pratiques sur la formation. Ah si, et peut-être... Ouais, Thomas, pardon. Entre-temps, je suis reconnaissant à Bouchra et Caroline qui ont clarifié que le mot que je cherchais était cafeté. Cafeté. En belge, ça se dit racuspoté. Racusé, racuspoté. Voilà. Voilà un petit peu pour quelques informations pratiques pour la formation. Peut-être simplement vous partager un petit mot à qui est destinée cette formation. On l'a, j'allais dire, dans notre intention, on voulait qu'elle s'adresse aussi bien aux parents que aux grands-parents, que ce soit des parents ou grands-parents actuels ou en devenir, et également aux professionnels ou aux acteurs de l'éducation. Donc, ça peut être les enseignants ou des personnes qui ont des pratiques aussi d'accompagnement de jeunes, d'enfants, d'adolescents associatifs. Donc voilà, toute personne qui est vraiment intéressée par comment est-ce qu'on peut appliquer cette communication non violente dans les relations éducatives qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est une question qui revient souvent, à qui s'adresse la formation. Voilà un petit peu notre intention. Ça te va, Thomas? Ça me va très bien. Merci de la présenter comme ça et de donner cette occasion à ceux qui le souhaitent d'affiner cette conscience de soi, des autres, de la vie, dans ce rapport-là qui en a tellement besoin aujourd'hui. Tout à fait. Donc voilà pour quelques éléments pour la formation CNV Éducation. Et simplement pour terminer, pour remettre, j'allais dire, la soirée qu'on vient de vivre et puis également la formation CNV Éducation dans un cadre plus large, dans le travail qu'on essaie de faire depuis plusieurs années maintenant, avec notamment avec Thomas, c'est de proposer, au-delà de proposer juste une seule formation de quelques heures, c'est de proposer différentes formations qui sont des ressources à différentes étapes de votre cheminement. Donc, des grandes formations qu'on a pu proposer jusqu'à présent. On retrouve les bases de la communication non violente qui a vraiment pour intention de servir d'introduction aux notions, de vraiment se familiariser, de découvrir les notions clés de communication non violente, d'avoir cette base commune. On a eu ensuite l'occasion de réaliser un séminaire d'approfondissement à la communication avec Thomas, pour approfondir ces notions et pour aborder également des thèmes comme la colère, comme le non, dire et entendre non. Et puis, une formation également récente qu'on a pu proposer, dont on a parlé un peu plus tôt dans la soirée, c'est la relation couple, amour et relation, pour justement venir éclairer ces enjeux spécifiques. Donc aujourd'hui, la formation CNV Éducation, elle vient s'ajouter avec l'idée de pouvoir proposer des parcours pédagogiques justement dans cette
dans cette connaissance de soi, dans cette communication non violente, des parcours un petit peu à la carte dans lesquels vous pouvez choisir et évoluer pour voilà, vraiment progresser. Et bien sûr, ces formations s'allient aux soirées d'échange qu'on a l'habitude de proposer et également aux séminaires présentiels que vous pourriez trouver, que Thomas propose, que d'autres également formateurs ou structures proposent. Et ça lie également à d'autres, j'allais dire, à d'autres disciplines. J'ai vu passer dans le chat des questions par rapport à la méditation ou à la sophrologie. Thomas a parlé également de kinésiologie. Bien sûr, l'idée, c'est de créer des liens, de créer du nous à tous ces niveaux-là. Donc, en tout cas, on a plaisir, nous, à continuer à construire nos parcours comme ça et à proposer des formations dans lesquelles vous pouvez évoluer. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez découvrir tout ça, c'est aussi bien disponible sur le site endéveloppement.fr que sur le site de Thomas. Et puis, si vous avez des élans, des questions, des demandes, n'hésitez pas à nous les partager. On a toujours plaisir à envisager comment, j'allais dire, éclairer de nouvelles pièces du puzzle, comment continuer à avancer, comment continuer à être soutenant dans ce qu'on peut vous proposer dans vos parcours et par rapport aux problématiques que vous rencontrez et aux intentions que vous avez. Voilà un petit peu pour le cadre un petit peu plus général de cette soirée, de cette nouvelle formation. Et donc, nous arrivons tranquillement à la fin de cette soirée. Merci beaucoup Thomas pour ta disponibilité et ta générosité dans tes partages. C'est chouette. Merci à tous également pour vos questions et vos participations. On a vu plein de beaux messages passer dans le chat qu'on n'a pas forcément pu relever, mais en tout cas, merci à vous de continuer à nous faire confiance et de nous accompagner dans cette aventure. Oui, merci beaucoup Gabin, à toi d'organiser ça régulièrement comme ça, de façon si soignée, si attentive avec ton équipe. Et merci vraiment de nouveau à tous ceux et toutes celles qui sont là et qui nous font confiance pour suivre ce type d'échange. Je suis toujours un peu frustré de me dire on pourrait aller tellement plus loin et j'aurais envie de faire des jeux de rôle, de proposer des mises en situation pour qu'on comprenne mieux. Mais voilà, c'est le cadre qu'on s'est donné, 1 heure de rencontre, c'est des petites pistes. Et puis, je vous encourage, si ça vous parle évidemment, à aller rejoindre des formations de CNV dans votre région. Et il y en a un peu partout. Et ça vaut la peine de se mettre en pratique dans un groupe. On apprend énormément en groupe, ensemble. Merci à chacune et à chacun et belle soirée et à bientôt. Merci beaucoup Thomas, merci à tous, bonne soirée et merci beaucoup à Laurie qui a été également disponible avec nous toute la soirée. Vous avez peut-être vu passer ses messages dans le chat voilà, qui a préparé cette soirée et qui était avec nous. Bonne soirée à tout le monde et à très bientôt.